Coucou Hyponiva, sinon on va s'en bien. Mais du coup, sans la tasse, c'est mieux. Non, tu gardes ta tasse rose dégueulasse. Mais respecte ma tasse, putain. Ok. C'est bon. Bah vas-y, attends. Vas-y. Coucou. Salut à tous. Alors aujourd'hui, je suis accompagné d'Alexis. Bonjour Alexis. Salut Yoann. C'est un ami. Oui. Un ami qui a écrit un roman qui s'appelle Les Loups du FBI. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, bien sûr. Alors, Les Loups du FBI, c'est ça, c'est mon premier roman. Un polar qui retrace l'histoire d'un tueur à gages qui part aux États-Unis travailler pour le compte du FBI. Ça n'a évidemment aucun rapport avec la vidéo qu'on va présenter aujourd'hui. Donc ce mec est un inconnu. Oui, c'est pas faux. Mais donc ça n'a aucun rapport avec la vidéo qu'on va présenter aujourd'hui, mais c'est intéressant dans le sens où je suis habitué à travailler sur des scénarios en création littéraire, aussi bien sur les dialogues que sur la création de l'intrigue. Et ça peut donner un éclairage plutôt intéressant à la critique qu'on va vous faire du film du coup. Le film Batman v Superman. C'est ça. Oui. Batman v Superman, ce film est excellent par les thématiques qu'il traite, mais vraiment, c'est assez rare que DC nous propose des films comme ça, et même généralement des films de super-héros de ce calibre, vraiment. Sauf que, il s'est fait défoncer comme pas possible. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je trouve aussi que c'est assez abusé. Je suis plutôt bon public, mais celui-là, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Il s'est fait vraiment défoncer par les critiques, qu'elles soient aussi bien anglo-saxonnes que françaises. Surtout anglo-saxonnes. Surtout anglo-saxonnes, et c'est pas justifié. Je veux dire, contrairement à un Greenlandian qui était littéralement du vomi sur grand écran, celui-là était vraiment à la hauteur. Et la plupart des critiques négatives viennent des fans de l'univers des comics, mais il faut savoir que l'univers des comics, l'univers DC Comics, c'est un univers qui est très très étendu. C'est comme l'univers de Marvel. On a énormément de matière et faire un film dessus, c'est très compliqué. On a énormément de comics, plusieurs centaines, et ils ont essayé de regrouper ça de manière plutôt intéressante en prenant certaines caractéristiques principales des intrigues ou des personnages. Et la bande-annonce, puisque la bande-annonce était plutôt mensongère, on s'attendait à un choc des titans entre Batman et Superman sur 2h30 de film, et finalement, mis bout à bout, je sais pas combien de temps ça peut durer à peu près, le combat entre les deux, une dizaine, peut-être 15 minutes, 20 minutes mis bout à bout. Et du coup, tu parles du combat. Je parle du combat entre Batman et Superman directement, ouais. Et du coup, tout le reste, le public l'a considéré comme des longueurs, mais évidemment, ça reste un blockbuster, mais un blockbuster intéressant puisqu'il se propose de travailler la psychologie de deux personnages totalement différents, Batman et Superman. Qui dans le film sont traités pas si différemment que ça. C'est plus deux opposés qui ont énormément de points communs. La question, ou les questions que le film pose, principalement, sont de savoir de quel héros nous avons besoin dans quel contexte. Tout à fait, ouais. C'est de savoir, est-ce qu'on a besoin d'une dissuasion nucléaire à la Superman, ou si on a besoin d'une prévention, tu vois, une prévention à la Batman qui s'en bat complètement les couilles des conséquences. Est-ce qu'on a besoin finalement d'un personnage, d'une icône qu'on voit au grand jour, Superman, qui ne se cache pas, qui n'a pas de masque? Est-ce qu'on a besoin de se retrouver dans ce symbole d'espoir, et est-ce qu'on a besoin de lui finalement pour avancer et pour survivre, ou est-ce qu'on a besoin du Batman qui lui pour le coup porte un masque et évolue la nuit comme finalement hors la loi? D'abord, Lois Lane. Personnage un peu, entre guillemets, inutile son grand public, mais qui a de grandes valeurs et qui incarne ces valeurs, notamment celle du journalisme et celle de la connivence ou de la recherche d'informations avec le gouvernement américain, ce qui est ultra intéressant. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, hein. Lois Lane, comme certains s'amusent à l'appeler. Oui, comme je l'appelle. Comme on l'appelle, oui, c'est ça, comme je l'appelle. Donc personnage plutôt inutile, hein. On est dans la romance avec Superman, mais un personnage finalement qui est très intéressant, justement comme tu disais, dans la relation qu'elle entretient à la fois avec ce pouvoir journalistique. Elle est journaliste, et évidemment, et elle joue un rôle relativement important de ce point de vue-là, et le pouvoir du coup gouvernemental, puisqu'elle est en relation constante avec ce général américain qui était déjà dans Man of Steel. Également dans ces rapports de connivence, il y a le lien entre la sénatrice et Lex Luthor, qui se rencontrent de mémoire 2 fois ou 3 fois dans le film, qui sont aussi marquants, je pense marquants par rapport au positionnement politique que Snyder a en disant que en démocratie, on doit parler. Tu sais, on dirait Manuel Valls, en démocratie, on doit parler. Oui, non, exactement, c'est ça. En démocratie, on doit parler, et c'est l'idée que défend la sénatrice jusqu'à sa mort, finalement, en disant voilà, que Superman
se place au-dessus des lois, mais qu'on est en démocratie. En démocratie, il a des comptes à rendre. On ne peut pas se permettre d'accepter un être comme ça, surhumain, sur notre planète, sans que celui-ci n'ait de comptes à nous rendre. C'est le principe fondamental de la démocratie. On a des lois, on a des votes et on a des comptes à rendre. Lex Luthor, personnage qui a été énormément bâché, qui représente pourtant le pouvoir financier, c'est un peu flagrant, le pouvoir économique, le pouvoir de représentation. Le mec est complètement sûr de lui, il sait exactement ce qu'il fait, et pourtant il est présenté comme quelqu'un de complètement excentrique, voire comme un Joker bis, un deuxième Joker. Surtout quand on voit un mec comme Donald Trump, les excentricités de Lex Luthor, c'est vraiment pas grand chose à côté. Ouais, non, c'est ça, exactement. Puis finalement, c'est un personnage qui est excentrique. Moi, j'ai trouvé l'acteur excellent dans le rôle. Personnage très excentrique, et on se rend compte lorsqu'il fait son gala de charité ou peu importe chez lui, et on voit lors de son discours finalement qu'il a l'air très peu à l'aise. Il est très peu à l'aise, il mélange ses mots, il ne sait pas quoi dire, et il est très mal à l'aise face à son public. Mais c'est un personnage qui, du début à la fin, maîtrise en fait son intrigue et maîtrise son rôle à la perfection. Il n'y a aucun moment d'hésitation. Je te dirais plus qu'il est pas mal à l'aise, je pense qu'il est tellement dans le contrôle, il est tellement... Il sait exactement ce qu'il va dire, qu'il communique sur des faussetés, tu vois. Il communique sur la stratégie industrielle de l'ex-corp, et il sait exactement ce qu'il fait. Le mec, il sait que son entreprise repose exactement sur son image de complètement, le mec complètement fou, philanthrope, qui fait ce qu'il veut, et c'est aussi un message assez intéressant, enfin qui m'a semblé intéressant, par rapport au pouvoir que les entreprises pouvaient avoir sur l'image que nous, on en a. Et lui-même, en tant qu'industriel, en tant que chef d'entreprise, il a des phrases qui sont assez intéressantes sur la démocratie. Le pouvoir ne peut être innocent, et le pouvoir est un mensonge vieux comme l'Amérique. Donc à partir de ce principe-là, il a de certains buts idéologiques. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, je n'avais pas fait le rapprochement avant, mais je viens de me rendre compte avec la manière dont tu as dit cette phrase, le pouvoir ne peut être innocent. Il parle de Superman bien évidemment, mais il parle aussi en toute connaissance de cause. Comme tu disais, Lex Luthor, philanthrope, millionnaire, ou peu importe le nombre de dollars qu'il a dans sa cagnotte, en tous les cas, c'est un personnage qui se sert de cet argent finalement pour obtenir un certain pouvoir. Il va chercher de la kryptonite au fin fond du monde. Pour s'en servir contre Superman, il se sert de son pouvoir une fois de plus pour, si on veut, utiliser Superman et Batman comme deux marionnettes. Du coup, là, on a aussi cette image du pouvoir qui ne peut pas être innocent. Au moment où on a une once de pouvoir, on s'en sert, et là, il part en connaissance de cause. Et puis même, la figure de Superman, dans son appel au Congrès pour se défendre, est ultra bien représentée, non pas par rapport à Superman, j'en suis désolé, enfin pas pour moi, mais par rapport à la foule, à la manifestation et à la manipulation des images. Le dieu vivant qui n'est pas capable d'arrêter un attentat terroriste. Tout s'écroule et on croit que ce dieu est devenu passé du côté obscur de la force, quoi. Le mec il en a plus rien à foutre lui aussi. Et en même temps, ça reste un passage extrêmement intéressant dans la construction du personnage de Superman, puisque c'est ce qui ressort dans tout ce film, c'est Superman ne sait pas qui il est, il n'arrive pas à se trouver finalement de quel côté il doit être, qu'est-ce que ses pouvoirs impliquent, et là on a un personnage qui est appelé devant le Congrès pour rendre des comptes vis-à-vis de ses agissements, un personnage qui finalement n'a pas de compte à rendre dans le sens où il peut faire ce qu'il veut et il ne doit répondre devant personne. Et un personnage qui est très affecté par ce flash info où on lui demande de venir au Congrès pour rendre ses comptes. Et un personnage qui va justement à cette réunion du Congrès, puisque finalement il se dit bien que s'il veut être accepté des habitants de la planète sur laquelle il a atterri quelques années auparavant, il doit bien évidemment respecter les lois et règles de cette planète. Là encore, on parle des personnages principaux, même s'il y a un peu que ça. Mais il y a un personnage qui m'a semblé mineur, mais majeur symboliquement, c'est celui du président des États-Unis d'Amérique. Le mec, il s'en bat complètement les couilles, il lance une attaque nucléaire, des frappes, des ogives nucléaires sur Superman. Oui, c'est ça, sans état d'âme. Sans état d'âme, il s'en fout complètement. Il sait même pas ce que ça peut signifier, quoi. Non pas que Superman serait un humain comme un autre, c'est pas ça.
c'est que l'arme nucléaire et l'homme seraient capables de détruire son seul atout pour se défendre. Et finalement, là je vais rebondir en disant que si, justement, il traite Superman comme n'étant pas un humain comme les autres, puisqu'il prend la décision d'envoyer la bombe nucléaire, quand bien même Superman pourrait en mourir, tout simplement. Et c'est là où on se rend compte finalement de l'opposition entre la figure que représente Superman et le pouvoir du gouvernement qui se considère comme seul maître finalement des décisions importantes à prendre. Plus généralement, au bout d'un moment, on voit des flash infos à propos de Superman qui sont, pour moi, la nature principale, ou une des natures principales, mais au moins pour moi, une des natures principales de Batman v Superman. Les flash infos et le regard que nous avons de l'information, ça fait tout le film. Et toute la longueur qu'on pouvait reprocher à Batman v Superman provient de là. À mon avis, ça provient de ce fait qu'on passe d'un moment de rêve avec Batman à un autre moment de rêve avec Superman. Donc on alterne tout ça, puis entre deux, t'as des passages télé de Superman et tu fais mais ça n'a pas de lien. Sauf que le lien, c'est dans l'information qui nous est donnée du héros. C'est ça, exactement. On a un film qui se construit, dont l'intrigue se construit sur ce regard qu'on porte sur le personnage de Superman, finalement. Et c'est ça qui est très intéressant au niveau de la construction de ce film. C'est qu'à chaque fois, on nous présente finalement l'évolution du personnage de Superman à travers les médias. C'est avant tout un personnage qui est idolâtré, puis qui devient finalement une menace. Et on le voit très bien à travers les médias, et c'est très intéressant parce que ça permet à l'intrigue de rebondir sans... finalement, en évitant l'écueil des longueurs. Et il y a un sénateur, je crois, ou un politicien qui dit une phrase qui aussi restera quand on analysera le film plus tard. Imaginez que votre enfant est en train de mourir et que là, nous n'avons pas envoyé Superman le sauver. Que faites-vous? Exactement. Et finalement, c'est là où on a encore une fois de plus ce regard très contrasté sur le personnage de Superman. Superman agit au-dessus des lois, et la sénatrice est contre ces agissements, justement, qui n'entrent pas dans la législation américaine. Et finalement, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut autoriser Superman à sauver notre enfant s'il ne le fait pas dans le cadre des lois? Dans un blockbuster, on voit une manifestation où il y a marqué Aliens, dégage quoi, on n'a pas envie de toi quoi. Dans le rêve américain, se dire qu'une fois que Superman est arrivé, on considère plus l'homme comme la véritable espèce dominatrice qui représente tout l'univers. Tu te rends compte vraiment que Superman, c'est le pion dans l'échiquier de la destruction de l'être humain. Par rapport aux médias, le rédacteur en chef de Lois Lane et de Clark Kent, lui dit bien Batman, on n'a rien à péter, le social, c'est bon, c'était l'époque de Martin Luther King, tout ça, tout le monde s'en fout maintenant, on veut du divertissement, fais-moi une sur le football américain, c'est vraiment, on est passé à une autre époque. Et ceux qui critiquent le film ont certainement pas vu ce double discours de Snyder en disant je vous offre du divertissement, mais en même temps j'ai ma vision d'auteur et j'ai envie de développer des thématiques. La thématique du surhomme chez Superman, je suis désolé si on l'a pas vu, même par rapport au... C'est même plus une thématique de superhomme ou surhomme, c'est vraiment quelle est ma place en tant qu'individu. Batman v Superman, c'est vraiment ça, ce sont des enjeux qui dépassent ces personnages. Et c'est pour ça qu'on a autant de mal à s'identifier. Enfin, en tout cas, Superman, pour ma part, mais je trouve qu'on a beaucoup de mal à s'intégrer dans les personnages, et même dans le film, tout simplement, dans le scénario, parce que Snyder va dire tellement de choses, mais vraiment tellement de choses, que parfois on a l'impression que il perd la dimension filmique, et même il perd tout ce qu'il veut placer dans ses personnages, et on a l'impression que le sujet est beaucoup trop démentiel par rapport à ce qu'il veut traiter lui. C'est ça, et c'est très pertinent ce que tu dis là, dans le sens c'est où, très pertinent, non mais dans le sens où exactement, où tu dis voilà qu'on est, l'icône que représentent Batman et Superman ne sont plus les mêmes, plus celles finalement que les fans attendaient, et c'est surtout
plus celles qui ont plu aux fans. Il faut savoir que bon, Superman et Batman, ce sont deux super-héros qui existent depuis un peu plus de 50, 60 ans maintenant dans les comics. Et à l'époque, on est en plein dans le rêve américain. Donc on a cette image du héros qui arrive sur Terre, qui sauve tout le monde. Voilà, on donne ça au public et le public s'en contente. Mais ce que fait Snyder, qui est très intéressant, c'est qu'il traite le super-héros quand il arrive sur la planète aujourd'hui, en 2016, et où du coup tous ces codes qu'on avait au niveau de la création d'intrigues sur un film de super-héros, tous ces codes sont bouleversés, et c'est ça qui n'a pas plu justement, je pense, au public. Le public s'attendait à voir un Superman et un Batman comme on en faisait il y a 20-30 ans. Et par rapport à ça, les héros, Batman et Superman, Wonder Woman c'est vraiment autre chose, mais Batman et Superman, on les déglingue. Je veux dire, on les déglingue dans le sens où c'est pas le Batman de Schumacher, c'est vraiment Batman, on le voit au pieu avec une meuf, mais on voit même pas la gueule de la meuf. Batman boit du vin français, ça me fait trop rire ça, tu vois. Ouais, non, et de l'autre côté, Superman, on le voit avoir des relations sexuelles avec Lois Lane. Alors on va me dire peut-être que c'est normal dans le rôle de Superman de faire ça, mais franchement, la scène de sexe, je te jure, on aurait pu la voir dans un début de 50 nuances degrés, même si ça représente pas grand chose. La scène dans la baignoire, pour un Superman, ça représente tellement de choses. Tu te rends compte, c'est le mythe qui tombe en miettes. Le mythe, il redevient humain. Et c'est ça qui est génial. Ça, ouais. Je pense pas que le mythe tombe en miettes, je pense qu'on a juste comme tu dis, une réadaptation du personnage à notre société, c'est ça, à notre époque. Et ça, c'est très intéressant, et c'est ce qui fait tout le corps du film, et c'est finalement ce qui a pas mal déplu. Et tu m'as indiqué un truc qui était ultra intéressant, c'est que Batman et Superman sont présentés par Lex Luthor comme des figures, je dirais pas christiques, mais au moins divinisées, complètement divinisées. Et ce qu'il y a de très, très intéressant dans une scène en particulier, c'est la visite de la sénatrice à Lex Luthor, quand Lex Luthor nous montre un tableau de son père, et on a justement ce que tu disais tout à l'heure, une démystification un peu du personnage de Superman, puisque Superman a toujours été considéré comme une sorte d'ange gardien venu sur Terre pour protéger les humains et la race humaine. Et ici, Lex Luthor retourne le tableau en disant il me semble du coup que les démons ou alors le diable vient du ciel, du coup avec cette représentation de Superman en tant qu'une entité du coup néfaste et totalement démystifiée de sa nature originelle. Superman, c'est bien beau, mais dans le film, il y a aussi Batman. Et Batman, lui, aborde un côté humain au super-héros. Comment tu l'as vu dans le film ? Alors, Batman, j'ai vu comme une totale opposition à Superman, même si on n'était pas d'accord sur ce point-là tout à l'heure. Mais ce que je trouve assez intéressant et qui a été traité assez habilement par Zack Snyder dans son film, c'est finalement l'image très controversée de Batman, mais une image qui est acceptée par la société davantage que celle de Superman. En fait, on a un Batman qui, on le disait tout à l'heure, se place au-dessus des lois aussi dans la majorité de ses agissements. Il agit contre la loi, contre les forces de l'ordre, et il se permet de juger sur Superman qui lui aussi prend certaines libertés dans ce sens-là. Par rapport aux délinquants, Batman lui marque au fer rouge ses opposants et les criminels à Gotham, alors que à Metropolis, c'est plus on les envoie en prison. Et dans les comics aussi, j'ai souvent remarqué que Batman a la fâcheuse tendance de donner une leçon ultime à ses ennemis en les détruisant symboliquement, alors que Superman c'est surtout c'est méchant ce que t'as fait, ne le reproduis jamais. J'ai toujours ressenti ce côté-là chez Superman. Oui, tout à fait. Et on a encore une fois cette image divinisée avec cette assimilation de Superman à Dieu, et cette assimilation aussi, tu viens de le dire, de Batman au diable. Le diable dans la Bible, c'est le gardien des enfers, et il est là pour punir les malfrats, punir les délinquants, et c'est exactement ce que fait Batman avec cette image de la marque au fer rouge. Il est là pour punir les terroristes, punir les malfrats. Après, on n'a pas tous les éléments pour tout expliquer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au deuxième visionnage, on a remarqué que Batman représentait l'Ancien Testament, alors que Superman représentait une figure christique. Et cette opposition, je pense qu'on pourra la creuser. Ce qui a beaucoup été reproché au film Man of Steel, et qui m'avait aussi choqué quand j'étais allé le voir au cinéma, c'est
l'absence finalement du caractère humain dans tout le film, si vous voulez. Lors du combat entre Zod et Superman et Zod détruisent quand même la majorité, enfin une partie de la ville de Metropolis, et à aucun moment on ne voit les dommages collatéraux, on ne voit les humains en pâtir finalement. Snyder a plutôt habilement récupéré le coup au début de Batman v Superman, puisqu'il nous redonne cette scène à voir, cette scène à visionner, mais cette fois-ci du point de vue de Batman qui, dans cette scène du coup, se rapproche beaucoup plus des humains que Superman. Plus que des humains, j'ai l'impression que Batman est représenté comme le symbole post-11 septembre dans ce film. Le fait que Batman se lance dans la bataille de la destruction des tours jumelles, parce que c'est vraiment cette imagerie-là du 11 septembre, il arrive dans la fumée, c'est la seule personne à faire ça, et même il y a une référence au comics, c'est ultra intéressant, je crois que c'est dans le Dark Knight de Frank Miller. Il est présent à côté des pompiers, des policiers, de la population, des civils. À côté des victimes. Hein. Des victimes, exactement. Et il fonce dans la nuée de poussière et de la destruction. Il n'a pour but que protéger la veuve et l'orphelin. C'est vraiment ça. Alors que Superman a vraiment la notion de protéger la Terre. Pour un blockbuster, faire 2 séquences, une en Afrique et une autre dans l'océan Pacifique avec des indigènes, je trouve ça ultra couillu. Et ça veut aussi dire, selon moi, que Superman a une visée universelle. Même si on voit pas énormément de population, il y a vraiment cette volonté de dire Superman est celui qui protège la Terre. Alors que Batman protège les hommes. Ce qui a un message complètement différent. Et même dans l'imagerie, la mythologie qu'on veut recréer, dans une part on veut la détruire et dans une autre on veut recréer une histoire, on dit bien et on montre bien que Superman est complètement divinisé. On va un peu se répéter, mais cette scène à la fête des morts au Mexique, elle est complètement ultime. Oui, c'est une scène qui est magnifique et extrêmement forte en sens. On a un Superman qui sort d'un bâtiment en flammes après avoir secouru une enfant, et qui la rapporte à ses parents, et tout le monde se presse autour de lui pour le toucher. C'est une icône, c'est un véritable symbole. Autre personnage très important qui est très bien exploité par Snyder dans ce film, c'est Wonder Woman évidemment. Wonder Woman, donc, qui est portée à l'écran pour la première fois, et qui revêt ici un rôle particulièrement important, puisqu'elle arrive en fait pour un peu sauver le cul de Batman et de Superman dans le combat final. Et Wonder Woman représente cette figure de la femme forte. Avec des films comme Mad Max, Fury Road ou même Star Wars 7, la femme féministe est vraiment apparue dans le cinéma hollywoodien. Et Wonder Woman restera comme le personnage fort et marquant de ce Batman v Superman. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Batman v Superman pour terminer? C'était bien. Putain mais... bien que c'était un bon divertissement qui n'a malheureusement pas plu unanimement au public. Et je pense que c'est surtout dû aux différentes thématiques qui sont traitées, qui sortent un peu de l'ordinaire chez DC Comics, ou plus simplement dans un film de super-héros, et thématiques qui, on l'a vu, restent tout à fait intéressantes par ailleurs. Et surtout, le film s'est fait bâcher parce que les symboles sont beaucoup trop appuyés, beaucoup trop forts, et dans la mise en scène et dans la réalisation de Snyder, ça fait un peu tâche, parce qu'il en a fait d'autres films avec